Donc, Jocelyne Striding parle souvent d'éthique, problèmes éthiques, et elle veut qu'il y ait une certaine éthique des hypnothérapeutes, au moins des hypnothérapeutes formés à son école. Elle parle d'éthique, et c'est dans ce contexte-là qu'elle demande quelques éclaircissements philosophiques sur l'usage de ce terme, et pour clarifier également ce qu'elle entend par conduite éthique, problème éthique, pour spécifier ce qu'elle dit, qui fait aussi l'ADN d'Hypnosalis. Donc voilà, je voudrais apporter quelques remarques d'abord, et je voudrais rappeler ou préciser que le mot éthique est utilisé en France ou en Europe en général depuis quelques décennies. Il nous vient des pays anglo-saxons où il désigne d'ailleurs autre chose, il désigne une spécialité particulière. Chez nous, il désigne plutôt, d'une manière générale, le point de vue que tout un chacun peut prendre sur une situation. Hein, prendre un point de vue éthique. Et on l'utilise d'ailleurs comme un synonyme souvent questions sociales, problèmes sociaux, questions éthiques, problèmes éthiques. Hein, on l'utilise comme ça. Mais en fait, il masque le mot tel qu'on l'utilise aujourd'hui, qui remplace le mot moral, tout simplement, parce qu'il s'agit de savoir, de bien faire les choses et de savoir ce qu'il est bien de faire. On l'utilise, mais il masque quelque chose que les anciens mots, eux, nous permettent de retrouver. Quels sont ces anciens mots? Si je remplace le mot éthique par le mot moral, traditionnellement, on distinguait deux types de morale. C'est ça qui est intéressant. Il s'agit toujours de morale, bien sûr, mais il y a deux styles de morale qui ont l'air de fonctionner un peu différemment l'une de l'autre et qui donnent des styles. Il y a des gens qui sont morales d'une manière et d'autres qui sont moraux d'une autre manière. Il s'agit toujours d'être moral, conduire les choses en vue de quelque chose de bien, ou bien, plus précisément, se conformer, par exemple, à un cadre de déontologie lorsqu'on est praticien en quelque chose, qui respecte des codes et qui puisse assurer qu'on ne fait pas n'importe quoi. C'est pourquoi on parlait, et on en parle encore aujourd'hui, on parle de codes de déontologie. Il y a des codes de déontologie qui régissent les professions. Ouais. D'ailleurs, je pense que nous avons beaucoup plus de problèmes qui relèvent du code de déontologie plutôt que de problèmes éthiques sur lesquels je reviendrai tout à l'heure encore. Hein. On a des codes de déontologie, et ces codes de déontologie, déontos, c'est le devoir, si vous voulez, ça vient du grec, donc c'est la science du devoir qui s'appuie sur des règles. On a des règles. Et à tout moment, on peut savoir si la règle, je l'applique ou bien je la transgresse. Ça peut être des manquements déontologiques, ça peut être quoi par exemple je manque une partie de la procédure, ou bien je ne me comporte pas comme les règles demanderaient que je me comporte. Par exemple, pour un hypnothérapeute, je jugerai quelqu'un. Vous voulez, j'ai un jugement de valeur sur la personne, ce qui n'est pas possible, quoi, je veux dire. Ou bien, je donne des conseils, si vous voulez, où je lui dis ce qu'il devrait faire, alors que tout le but de la manœuvre, c'est qu'il fasse un chemin dans lequel lui fasse la chose. Et puis, ou bien, voilà, c'est ça. En quelque sorte, on applique mal les règles de déontologie. On se permet des choses qu'on ne devrait pas faire. Et nous connaissons tous, des comportements qui transgressent, qui ne respectent pas les codes de déontologie aujourd'hui. On en connaît beaucoup parce que ça croise également le problème des lieux de formation en hypnothérapie. Comme l'hypnose n'est pas une science exacte, comme elle n'est pas non plus considérée comme une science humaine et qu'elle n'est pas spécialement enseignée à l'université, bien des gens se sentent autorisés, à se présenter comme des praticiens en hypnose sans avoir pratiquement aucune culture autre que celle qu'ils ont découverte, par exemple, sous la modalité de quelques techniques. On met quelqu'un sous hypnose, par exemple. Et puis, on voit des gens qui pratiquent l'hypnose d'une manière qui n'est absolument pas déontologique, ou pour le dire autrement, qui n'est absolument pas professionnelle. Oui. On a tous rencontré, je pense. Alors ça peut être par manque de culture, par exemple. On n'a pas la,
Oui, là, je vais dire comme ça, on n'a pas la culture. On n'a pas la culture, on a juste quelques formations Internet, par exemple, ou bien on a des vidéos, enfin, on a tous rencontré ça, je crois. Vous avez un deuxième style qui consiste aussi à manquer les règles de déontologie, c'est la personne qui se prend pour elle seule pour une entreprise privée, quoi, un self-made man, c'est-à-dire, et je crois qu'on en a tous rencontré également, des gens qui, sous prétexte qu'ils ont un titre générique, pratiquent, font des interventions dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas. Par exemple, on en a tous rencontré déjà, vous avez des hypnos, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, qui fait les enfants. Ça m'a beaucoup frappé et marqué. Et quand je lui demande où est-ce qu'il a fait sa formation, il me répond, les gosses c'est comme des adultes. Alors là évidemment on a envie de s'étrangler, parce que c'est absolument pas comme ça. C'est pas du tout ça qui est en question. Est-ce qu'on imagine par exemple un médecin généraliste, pour dire comme ça, qui viendrait en même temps vous dire moi je m'occupe de votre foie, je m'occupe de vos reins, et puis pourquoi pas de votre cerveau autant. C'est pas possible. Hein. C'est un peu la culture dans tous les cas on a un ego, si vous voulez, un ego qui croit savoir, ou un ego qui pêche par excès d'ego, justement. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire, la chose. Alors, ces règles, pour qu'elles soient déontologiques, elles doivent s'inscrire dans un cadre, en général. Et c'est pourquoi, voilà, je parlais de culture, vous, ici, vous proposez un cadre. Et ce cadre, c'est effectivement des niveaux de formation. Hein, on est technicien, praticien, maître praticien. Et c'est un cadre qui demande d'être intériorisé par le praticien au point où, pratiquement automatiquement, il doit savoir quelles sont les règles qu'il est en train de respecter, comment est-ce qu'il est en train d'intervenir, parce qu'il a justement un cadre dans la tête. Voilà. Et chez vous, il y a des exigences très spécifiques. Je l'ai déjà dit et souligné, vous déchaînez les interprétations. De la première poignée de main jusqu'à ce que vous appelez le symbolisme. Il faut toujours chercher. Et déjà, je voudrais juste m'arrêter sur ce point-là parce que pourquoi c'est pas si évident, j'allais presque dire pourquoi c'est difficile. Et pour moi aujourd'hui, par exemple, c'est difficile de réfléchir. C'est difficile de réfléchir. En vérité, la plupart du temps, on ne réfléchit pas. Comme dirait Aristote, on se répète nos croyances, nos schémas, mais on pense très peu, enfin, où on pense dans des moments où ça bifurque, où il y a des crises, où il y a des problèmes, etc. Mais la plupart du temps, c'est pas ce qui se passe. Aristote, il parle de la vie noétique. Et la vie noétique, elle est, comme il le dit lui-même, par intermittence. La difficulté de l'hypnopraticien, c'est que lui, il doit trouver le sens à chaque instant. Il doit y être. Quand Jocelyne fait parce que quelqu'un se présente et puis il a tel vêtement, telle couleur, ou on a tous eu déjà ce genre de rencontres avec des clients qui viennent, et on se dit voilà, il a l'air terne, elle a l'air fade, elle s'habille comme ça, et puis on se demande pourquoi tout le temps, pourquoi, et puis ce sont des signes. Alors il ne s'agit pas d'en faire un livre, évidemment, c'est ce que vous appelez, vous, l'intuition, et vous avez raison, l'intuition c'est une manière de ressentir les choses sans forcément en faire un livre, parce que ça va très très vite dans le cerveau de chacun. Ouais. Et ce sont des choses qui s'interprètent et qu'on doit garder en mémoire, au moins parce qu'on doit d'abord le ressentir, et puis ensuite parce qu'il va falloir qu'on évalue des changements. Des changements. Donc il y a un déchaînement d'interprétation à tous les étages dans cette formation que je considère comme vraiment important. Vous avez également la création des métaphores, des suggestions. Ça c'est encore une autre difficulté. Vous soulignez justement que la métaphore, ça demande un travail de préparation jusqu'à ce que ça devienne plus facile peut-être. Ouais, mais ça demande un vrai travail. Et puis il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait des métaphores, etc. Et puis vous avez également le cadre plus général, c'est-à-dire, par exemple, tout à l'heure vous parliez d'un nombre de séances. L'hypnothérapie, c'est une thérapie brève, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de séances, mais c'est le praticien qui doit savoir, il doit avoir dans la tête, plus ou moins formellement, l'image d'une finalité, quoi. Par exemple, il faut rendre quelqu'un à son désir.
Ouais. Ou par exemple, on a quelqu'un où on sent que c'est un peu déséquilibré, il y a des sphères qui sont déséquilibrées, bon ben voilà, je sens qu'il va falloir que je rééquilibre des sphères par exemple, mais il va falloir tenir compte du rythme de la personne et surtout de ce qu'elle vous raconte. Ouais. Là, on a un cadre, des règles et un cadre, et c'est ça le respect de cette règle, de ces règles et de ce cadre-là, c'est vraiment très important. Donc, en fait, déontologiquement, vous proposez que les personnes, comment dire, s'approprient un cadre, ouais, vraiment presque l'intériorisent jusqu'à ce que ça devienne pratiquement automatique. Ouais, et que ça, bah, ça demande justement un apprentissage long, sérieux. Enfin, ça ne peut pas se concevoir comme j'ai passé 2 heures sur Internet et puis je sais comment on met quelqu'un sous hypnose, donc je peux. Ouais, on le sait. Voilà pour les règles de déontologie, si vous voulez. On va respecter des règles. Maintenant, on a une autre manière d'envisager les choses. C'est ce qu'on appelle des morales téléologiques. Alors le mot, il n'est pas formidable, si vous voulez. Je ne l'écris pas pour faire savant. C'est simplement pour essayer d'éclairer les choses. Hein. C'est-à-dire, c'est à distance, télé comme la télévision. On voit à distance, téléologique. C'est-à-dire, c'est conduire les choses pour qu'elles aillent là où elles doivent aller. Hein? C'est un autre style de morale. Et tout à l'heure, je disais qu'on pouvait parfois opposer ou croire que cette morale téléologique, elle est en contradiction avec la morale déontologique, parce qu'il peut très bien arriver qu'on fasse des choses pour quelqu'un, donc, pour le bien de cette personne-là, qui se révèlent en contradiction avec des règles déontologiques, que par ailleurs on voudrait respecter. Quel est l'exemple? J'avais pris l'exemple, alors il est hors cadre, puisque je ne vais pas prendre un cas de passion parce que ça ne me vient pas, mais je me réfère à l'exemple d'un élève qui m'est arrivé de surnoter, parce que je n'avais plus le courage de le noter comme on aurait dû le noter. Alors pourquoi? Parce que précisément, il m'était apparu que l'élève en question vivait la note comme une évaluation absolument à coup dans l'estomac. Hein. Mais ça impliquait que, puisque ça lui faisait quelque chose, il pensait que, voilà, lui il voulait autre chose, et il vivait subjectivement autre chose. Ça ne cadrait pas avec les évaluations scolaires. D'ailleurs, pour la petite histoire, après que j'ai honteusement mis 2 fois 14, alors que c'était pas possible, il a finalement eu 14 au bac, alors qu'au départ c'était pas possible. C'est vraiment pas possible. Alors voilà, on peut parfois faire quelque chose qui ne se fait pas. On ne peut pas traiter quelqu'un de manière spéciale ou particulière, parce qu'on a des règles de déontologie ou des règles du jugement juste qui font que si tout le monde doit être traité de la même manière, il n'est pas question que je sorte quelqu'un du lot pour le traiter d'une autre manière, et que vont dire tous les gens qui demandent justement à ce qu'on les traite de la même manière. Ouais. On a des morales téléologiques comme ça qui font que quelquefois... Alors, il ne s'agit pas, je tiens à le préciser quand même, de porter le cadavre pour quelqu'un. Vous connaissez l'expression porter le cadavre. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, je serai de ton côté. Même si tu as tué quelqu'un, je serai de ton côté, etc. La téléologie n'implique pas qu'il y ait quelque chose d'inconditionnel. Ça ne veut pas dire que j'approuve le comportement de l'autre jusque dans ce qu'il peut avoir d'inacceptable. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que je veux le bien de cette personne indépendamment du mien. Et indépendamment de celui, éventuellement, par exemple, du regard social ou des choses comme ça. Je fais quelque chose pour toi, déconnecté. Et ça, effectivement, c'est conduit en vue, je l'ai écrit ici, en vue d'une singularité. Et le prendre en compte le point de vue de la singularité, ça peut éventuellement venir contrecarrer les règles déontologiques. Seulement, tout à l'heure, par exemple, vous parliez du deuil. Vous parliez du deuil. Et vous étiez d'accord sur le fait que on ne peut pas, quand on a quelqu'un en face de soi, même s'il vient pour une problématique de deuil, comme on le dit si bien, on ne peut pas appliquer des règles formelles sur l'objet deuil, parce que c'est toujours le deuil d'une singularité, propre à une singularité. C'est pas possible. On ne peut pas dire, tiens, je vais chercher dans ma boîte à script, un script qui colle à peu près. Ça, c'est pas possible.
Donc on est obligé effectivement de prendre son empreinte sur la singularité elle-même. Question de rythme, question de phase, question, oui, de rythme, de tempo, de phase, je ne sais pas comment vous diriez les choses, mais enfin, l'empreinte, elle doit être prise sur la personne elle-même, à partir d'elle. C'est ça qui va guider l'hypnothérapeute dans ce qu'il va lui dire. Et l'hypnothérapeute ne peut pas dire, voilà, d'abord, moi je vais me cacher derrière mes scripts, je sens à peu près ce qu'il va dire, donc voilà, parce que là, justement, on n'est pas dans l'empreinte sur la personne. L'hypnothérapeute, il ne peut pas faire ça, même si c'est la personne qui va faire ce trajet, il doit le guider. Voilà. Et ça, c'est aussi une manière d'être morale ou éthique. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Si bien qu'on les oppose, oui, on les oppose, mais ce que je voudrais montrer, c'est que, en fait, ce que toi tu appelles éthique, Jocelyne, c'est plutôt, j'allais dire, un aller-retour. Ouais, c'est un aller-retour ou une circulation entre deux choses qui ont l'air de s'opposer, mais qui en fait, qui en fait se complètent ou bien, oui, qui se complètent, parce que vous demandez aux gens qui viennent se former à Hypnosalis d'intégrer un cadre jusqu'au bout des ongles, et de savoir pourquoi c'est ce cadre-là, de le vivre, de l'intérioriser, pour pouvoir l'appliquer à des singularités. Ouais. Ça me fait penser quelque part à Léonard de Vinci. Léonard de Vinci il parlait des règles. Il parlait des règles. Hein. Pour ceux qui veulent s'en affranchir, on s'affranchit des règles. Et il y en a qui s'en affranchissent, qui s'affranchissent des règles, soit par incapacité à les intégrer, soit parce qu'ils pensent qu'ils peuvent s'affranchir des règles. Hein. Léonard de Vinci parlait des règles de perspective en peinture. Dieu sait que les règles de perspective en peinture, quand vous parlez à des peintres, si ça vous est déjà arrivé, et que vous leur parlez des règles de perspective en peinture, ils vous diront, beaucoup d'entre vous vous diront qu'ils peuvent classer les peintres en deux catégories. Ceux qui maîtrisent, ceux qui ont intériorisé les règles de la perspective, qui sont très difficiles, en peinture du moins, et ceux qui n'y parviennent pas. Ouais, et ceux qui n'y parviennent pas. Et Léonard de Vinci disait les règles de perspective en peinture, c'est la bride et le gouvernail du peintre. La bride, parce que si tu ne les as pas intégrées, tu es limité dans ta pratique. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. On est limité, on ne peut pas tout peindre. Hein. Mais si je les ai intégrées, je peux aller, c'est le gouvernail, je peux aller là où je veux. Vous voyez, et lui, il envisageait au fond les règles, non pas comme un cadre répressif ou bien quelque chose de contraignant ou un carcan. Ouais, c'est ça, les règles ne sont pas un carcan. Pour celui qui les a intégrées, c'est quelque chose qui nous permet justement d'aller au-delà de la règle pour nous porter vers ce vers quoi la règle voudrait qu'on aille. Et la règle ne veut pas qu'on reste auprès d'elle, elle n'est pas faite pour ça. La règle, elle est faite pour qu'à partir d'elle, on puisse jouer. On puisse jouer, non pas s'en émanciper, mais on puisse s'appliquer à une singularité. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr, bien sûr. J'ai vraiment très envie d'intervenir, travailler dans ce sens-là et de dire, moi j'ai une phrase de vie qui m'a accompagnée, certainement accompagnée aussi, dans ces créations d'école. C'est une phrase de Marguerite Yourcenar, dans Mémoires d'Adrien. Je voulais trouver la discipline ou d'autres volontés, je voulais trouver la charnière où notre volonté s'accorde au destin, où la discipline seconde au lieu de la freiner, la nature. Ah, oui. Et je trouve que ça, Léonard et Yourcenar étaient certainement étaient cousins, comme on dirait au Canada. Ils étaient cousins. Et tout ceci va dans le même sens. Hein. C'est pour ça que je ne peux pas m'empêcher effectivement d'intervenir. Je voulais trouver la charnière où la discipline seconde au lieu de la freiner, la nature. C'est exactement ça. Ouais. Hein, des esprits brillants. Je te laisse continuer. Mais je vous en prie. Dans la brillance. Non, je vous en prie. Alors, ce qu'il faut dire, je pense, une fois qu'on a dit ça, il faut dire qu'on a des types de formations en hypnose qui peuvent être très différents, des écoles très différentes. Vous avez beaucoup d'écoles qui justement n'enseignent que des techniques. Ouais. Or, si je reviens un moment ici, pour la téléologie, il m'est arrivé récemment de me replonger dans un livre que j'avais trouvé super il y a bien des années,
Ce livre s'appelle tout simplement l'hypnose. Et il a été fait par des universitaires de Paris 8, je crois. Il a été publié dans une édition universitaire chez Duno. Hein, et c'est un livre qui, à certains égards, est super bien fait. Il est vraiment savant. Enfin, je veux dire, vous avez des chapitres, vous avez une bibliographie qui correspond à des règles universitaires. Hein. On a une pléthore d'expériences qui sont commentées, on a des fiches, etc., etc. On pourrait penser, tiens, voilà, à la limite, puisque je ne regarde pas les vidéos, je vais lire un livre. Hein. Au fond, qu'est-ce qui se passe quand on lit ce type de livre, ou ce livre-là en particulier? Alors ça m'est personnel, mais je ne veux absolument pas embarquer qui que ce soit dans l'expérience que moi j'ai faite. Mais cette expérience, c'est la suivante, c'est que vous pouvez respecter des techniques et des cadres, c'est-à-dire finalement à parler d'hypnose. Et à parler d'hypnose comme une technique. Parce que dans ce livre, j'allais dire d'une certaine manière, il était vide. Et s'il était vide, c'est parce qu'il parlait plus de l'hypnose que des singularités à laquelle l'hypnose s'applique. Ouais. C'est ça qui m'a frappé. Il était peut-être brillant du point de vue technique, il était même assez savant, mais le client, il est réduit, pour prendre une image, à une souris de laboratoire. C'est-à-dire on pourrait parler de n'importe qui, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'hypnose. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Or, d'une certaine manière, l'hypnose, alors je pense que c'est dans... Je voudrais pas, te prêter un sens que tu n'as même pas voulu y mettre. Je sais même, tu disais un jour, comme ça, au détour d'une formation, il faut le resituer dans le contexte, l'hypnose, c'est pas... L'hypnose, on s'en fiche, finalement. L'hypnose, ouais, c'est un état, tant mieux qu'on puisse l'utiliser, mais enfin, ce qui compte, c'est pas de mettre quelqu'un sous hypnose, parce que ça, effectivement, ça peut s'apprendre très très vite. Ça ne compte pas d'une certaine manière. Ce qui compte, c'est précisément ce qu'on va lui dire derrière. C'est précisément qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'il y a le mot thérapie dans l'hypnothérapie. Ben, qu'est-ce qui va être thérapeutique? Et ce qui va être thérapeutique, ça demande effectivement de la part de celui qui veut avoir un geste thérapeutique, ça lui demande de traverser des étapes, de se poser des questions, d'avoir certainement une attitude éthique, parce qu'on ne peut pas se reposer, on ne peut pas se dire, si on est hypnothérapeute, ça y est maintenant, ça y est, je suis certifié, c'est bon, je suis bon. Comme si je pouvais m'asseoir tranquillement. Parce que, d'abord, il faut le dire, je pense, on doit continuer de se former. Ça demande aussi pas mal d'humilité, parce que quelquefois, on peut prendre des habitudes dont on ne se rend pas compte, qu'il faut remettre sur la table devant ses pairs, et on se rend compte que, ah mince, là, je suis pas... Ouais, il faudra encore que je fasse des efforts. Ça demande quand même cette humilité-là. Parce que finalement, c'est un type de pratique où c'est la soi qui compte. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'on s'oublie, parce que c'est pas un oubli de soi au sens où je vais m'occuper des autres pour ne pas avoir à m'occuper de moi. Mais ça nécessite quand même de faire un espace où il n'y a pas d'ego, quoi. C'est pas moi, alors c'est pas non plus personne, mais c'est un pas qu'on fait vers une expérience où on se dépouille quand même, pour précisément pouvoir entendre, accueillir, recevoir le problème de l'autre, ou sa souffrance parfois. C'est un problème vraiment d'humain à humain. Oui, c'est un problème. Nous sommes dans l'humanité la plus totale, la plus absolue, la plus entière et la plus belle. C'est vraiment la rencontre de deux humains dans cette fameuse synchronicité, dans cette congruence. C'est la rencontre. La rencontre. Et en bas, tu faisais la plus basse sur ton tableau, tu faisais ce cercle, c'est quoi? C'est le mouvement. Le mouvement, c'est l'émotion. Tous les deux ont la même racine. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement la vie. Et la vie va nous ramener effectivement à cette éthique, à cette morale, à ce dont tu nous fais part aujourd'hui, tout simplement pour que l'autre se remette en marche. Dans cette fameuse congruence qui est chargée d'humanité totale. C'est pour ça que je répète, c'est que l'hypnothérapie est un métier
à part entière, avec un langage à part entière, avec des métaphores, avec des suggestions et surtout avec la symbolique, car dans l'hypnose, tout a sens. Tout a sens. C'est un décodage du sens, c'est un remplissage du sens. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et effectivement, entre ces deux, ces deux parties, hein, ce cerveau, finalement, cette bipolarité, on arrive à quelque chose qui s'appelle l'humanité, avec, au travers, et dans l'objectif du sens. Et c'est pour ça que l'éthique est fondamentale. On peut peut-être conclure là-dessus. Alors la conclusion, avant de conclure complètement, Dominique, je voudrais que toi-même tu te présentes, hein, puisque là il y a des gens, cette vidéo va tourner dans les différentes sessions pour le futur promotion, qui, je le rappelle, ont des noms féminins, puisque l'hypnose, les femmes dans l'hypnose sont quand même souvent absentes. Hein. Donc aujourd'hui nous honorons au travers de tous ces entendez, allez voir quelle est la personne qui porte votre promotion au travers de son nom, mais également des profs qui interviennent, en majorité des femmes, il y a aussi quelques hommes, mais plus rares. Je voudrais, toi, aujourd'hui, tout simplement que tu te présentes. Dominique, personne ne le fera mieux que toi, si tu veux bien. Peut-être, je vais me présenter, même si je suis pas certain on est mieux placé pour parler de soi. Je suis donc Dominique Delnez, je suis professeur de philosophie depuis bien longtemps et j'ai commencé un parcours en hypnose il y a également quelques années maintenant. L'hypnose que j'ai d'abord rencontrée théoriquement à l'université, puis à travers diverses formations. Je suis praticien certifié par ailleurs, comme j'ai dit tout à l'heure. Cette formation ne me satisfaisant pas, c'est chez Hypnosalis que j'ai trouvé la formation la plus solide. La plus solide et puis bien évidemment il faudrait expliquer pourquoi est-ce qu'on la trouve la plus solide, mais enfin voilà pour qui je suis. Oui. Je voudrais également dire la chose suivante, c'est que vous avez raison parce que l'hypnose, moi qui ai souvent traîné à l'université c'est des lieux masculins. Les autorités sont masculines. En psychologie, les autorités sont masculines. En philosophie, les autorités sont masculines. Les rares voix féminines, elles sont éclatantes, mais elles ont eu bien du mal. Je pense à Anna Arendt, je pense à Catherine Malabou aujourd'hui, je pense à Simone de Beauvoir. Et puis, les femmes, parfois pour se faire un nom, ont dû parler comme les hommes. C'est une voix qui est quand même... voilà. Et la singularité d'Hypnosalis, c'est ben oui, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui y travaillent. Ouais. Et bravo pour avoir nommé toutes tes sessions du nom d'une artiste, alors je sais que tu n'aimes pas le dire au féminin. D'une personne. Alors l'hypnose pour moi est un art, merci de parler du mot artiste, hein. Pour moi l'hypnose est un art, j'ai dit un métier nouveau mais aussi un art, mais qui rassemble effectivement la déontologie, les règles, le cadre, hein, j'y reviens sans arrêt, le cadre de référence, mais également cette fameuse création, et l'homme, le mensch en soi, est un personnage de création constant. Hein, et ce qui est dépassé dans la seconde qui vient de se passer ne sera plus. Donc c'est du mouvement. Donc c'est de la création continuellement. Et vraiment, je te remercie pour cet exposé, ce message qui sera développé donc ultérieurement dans les sessions Hypnosalis. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.